Je vous retrouve pour ce nouveau test du Lumix S1 II pour ces 1 an. J'ai déjà fait des vidéos bien évidemment qui seront en lien ici et là et qui suivent l'évolution du boîtier et j'avais déjà fait un test. Alors pourquoi refaire un test en 2026? Eh bien tout simplement parce que le boîtier ne cesse d'évoluer et des défauts, des fois très graves du boîtier ont été ici gommés. Donc voilà, ça te permettra de choisir, à mon avis, le boîtier de manière plus sereine et d'avoir une vue plus moderne du boîtier qui ira mieux dans son sens et dans le mien aussi. De plus, je n'avais jamais parlé de la partie photo du boîtier qui, bien que ne faisant pas le sel d'un boîtier Lumix et étant assez particulière, hein, on va le dire comme ça, m'a plutôt étonné, c'est vraiment pas mal du tout. Il sera aussi l'occasion ici de parler de peut-être le plus gros défaut du Lumix S1 II, ça n'entache pas sa qualité. Les Lumix n'ont jamais été les boîtiers photo les plus intéressants dès lors que Canon, Nikon et Sony s'y sont investis. Mais comme Lumix fait des hybrides depuis un moment, on a une expérience qui est plutôt intéressante. Et si tu ne vois pas la chose, c'est de l'ironie au final, parce que les Lumix sont une façon bien particulière de marcher. Donc si tu es habitué à d'autres boîtiers, je vais te parler ici des choses assez étranges. Usuellement, les hybrides vont avoir un affichage simulant l'exposition. On appelle ça simulation d'exposition car certains boîtiers vont bloquer l'ouverture maximale. La plupart du temps, le flou de mouvement est calé sur la fréquence d'image et non la vitesse d'obturation. Lumix ne fait pas ça, ou du moins pas avant le déclenchement à mi-course. Lumix donne une exposition qui va être ambiante. C'est pas que c'est pas un mode qui est pas présent sur les autres boîtiers, c'est que celui-ci est plus spécialisé pour le flash. Parce que lorsque tu fais de la photo au flash, eh ben, si tu simulais l'exposition, tu verrais une photo tout noire. Donc il faut que le boîtier voit toujours ce qui se passe. Donc il va te donner une figuration de la scène sans être en rapport avec les informations d'exposition que tu vas utiliser. Et bien ici, c'est la même chose sur le Lumix avant d'appuyer sur le déclencheur à mi-course. Et après, et ben là, la simulation d'exposition est bien meilleure que sur les autres boîtiers. En effet, on a l'iris qui va se fermer à la bonne ouverture et la simulation de la vitesse d'obturation, ce qui est assez génial parce qu'au final, ça te permettra de figurer le flou de mouvement. Par exemple, si tu fais du filet, eh ben, tu pourras voir à quel moment tes photos sont floues ou pas. Et tu pourras ajuster le mouvement, ce que tu peux rarement faire sur un autre boîtier, parce que eh ben, tu te figures pas vraiment le flou de mouvement. Donc ça reste quand même méga intéressant en photo. Le souci que ça a de passer entre exposition ambiante et exposition réelle, c'est que ton autofocus il va avoir des gros problèmes et ça fait un espèce de yo-yo assez bizarre. Et même toi, ton cerveau qui va avoir l'exposition qui change. Et c'est pas génial, surtout que tu peux pas voir par exemple, si tu es sous-exposé. Et c'est dommage parce qu'il n'y a aucun moyen de le changer. Enfin si, mais que en manuel. Ceci montre que l'ergonomie photo n'est pas vraiment très réfléchie et c'est dommage parce que le bien côtoie le frustrant, voire le très frustrant. On a toujours le mode 96 millions de pixels, donc de 4 photos qui va être généré et qui va être fait de manière très très bien puisque c'est le seul mode viable au final. Donc c'est ça qui va être intéressant chez Lumix, c'est que c'est les seuls à pouvoir faire de l'augmentation en plus à main levée, hein, c'est pas que sur trépied, qui sera de très très bonne qualité. Alors comme je le dis tout le temps, ce sera toujours meilleur sur trépied que la version sans trépied. Mais si tu n'as pas de trépied avec toi et que c'est une urgence et que tu veux avoir une photo avec beaucoup de pixels, eh ben, le mode sera très intéressant. Et surtout que comme c'est un mode d'addition de photos pour augmenter la définition, eh ben, tu peux prendre une optique un petit peu plus médiocre et ça donnera une qualité meilleure que si c'était un vrai 96 millions de pixels, bon, avec les défauts du fait d'additionner 4 photos. Mais voilà, cependant, là où je suis le plus impressionné, eh ben, c'est par l'expérience en rafale haute vitesse, hein, là où personne n'attend Lumix au final. Mais par contre, je suis un petit peu moins satisfait de l'arborescence des cartes, hein, parce que quand j'ai fait de la rafale, je me suis retrouvé avec plein de dossiers à la suite, avec un nombre de photos incohérent dans chaque. Pourquoi? Est-ce que c'est un problème d'optimisation? Je ne sais pas, c'est juste assez relou quand tu veux mettre tous tes dossiers dans l'ordi et les passer dans Lightroom. Au final, ça demande une étape de plus d'essayer de toutes les regrouper. Si ça
t'énerve un petit peu, et ben voilà, attends-toi à être énervé par ton Lumix S1 II. Le problème aussi, c'est que quand tu visionnes sur l'appareil photo les photos, tu as les rafales qui sont séparées, et tu ne peux pas voir les photos dans la rafale tout de suite. Tu as la première et la dernière, voire juste la première, et il faut cliquer sur la rafale au final, pour pouvoir voir les photos dans la rafale. Mais tu ne vois pas toutes les rafales. C'est genre cette rafale-là, et il faut revenir en arrière pour aller voir les autres rafales. C'est un mode qui est assez frustrant et un petit peu chiant. C'est dommage que Lumix en fasse un petit peu casser la tête, hein, comme pour l'ergonomie de l'exposition. Par contre, là où je trouve que c'est intéressant, et ça ne plaira pas encore une fois à tout le monde, c'est le mode 60 images par seconde. Alors pourquoi je parle de 60 images par seconde? Les 70 images par seconde sont en RAW 12 bits. Et pour avoir le 14 bits, il n'y a que 10 images en moins. Donc pour moi, le mode 70 ne compte pas. Et ce qui est bien, c'est que c'est le deuxième appareil photo le plus rapide qui existe au final, puisque le meilleur, c'est le A9 III avec ses 120 images par seconde. Là, on a un buffer fixe. C'est là où ça plaira pas trop à tout le monde. Donc, quelle que soit la carte que tu prendras, tu pourras prendre la meilleure CF Express de type B. La seule façon d'améliorer les choses avec cette carte, c'est que ça remplira plus facilement le buffer. Ça n'agira pas sur la quantité de photos que tu vas prendre. Tu as 150 images, donc 2 secondes et demie de photos que tu pourras prendre, et c'est que du RAW non compressé. Donc ça prendra quand même un petit peu de place, même si c'est que du 24 millions de pixels. On n'est pas sur la taille de fichiers Nikon ou maintenant Sony, et Canon qui a toujours fait du RAW compressé. Donc c'est là où ça posera des problèmes. Moi j'apprécie dans le sens où au final tu peux avoir une SD un petit peu naze. Bon alors après tu n'auras plus de buffer, mais si tu gères bien ta rafale, tu pourras quand même toujours avoir de la rafale, même si ça met tout le monde au même niveau, et ça ne plaira pas à certaines personnes. La grosse question, c'est l'autofocus, hein. Bien évidemment, avoir 60 images par seconde, c'est bien, mais si on n'a pas l'autofocus qui suit, autant en avoir 10, ça ne changera pas grand-chose, hein. Avoir 60 images floues, c'est pas cool. Et là, le Lumix est vraiment plutôt pas mal de ce côté-là. Il fait très très bien l'autofocus. Alors, ce ne sera jamais le meilleur, parce que son suivi est inexistant, hein. N'utilisez pas le suivi, je ne sais même pas pourquoi Lumix l'a mis en option, parce que c'est une blague. Carrément, c'est vraiment une blague. Par contre, la détection est très bonne, et ça, c'était sur le premier firmware, parce que quand je l'ai testé, voilà, j'ai mis un petit peu de temps à inclure ce test photo, parce que justement, il a bien évolué en vidéo, et du coup, il devrait être bien meilleur maintenant, parce que j'ai constaté avec les nouveaux firmware que la détection en vidéo était encore meilleure, donc forcément en photo, ça va donner la même chose. Le pilotage de l'AF hybride phase contraste marche plus que correctement, et ça, c'est pas avec des optiques natives que j'ai constaté ça. Parce que moi, comme je vous l'ai déjà dit en vidéo, si tu as déjà vu le test, je n'utilise pas d'optique Lumix. Elles ne me plaisent pas, c'est pas qu'elles sont mauvaises, c'est qu'elles ne me conviennent pas, ou pas pour l'instant. J'ai utilisé mon S1 II avec le MC21, qui est le meilleur adaptateur, et mon 400 mm d'eau version 1. Donc un vieux truc avec des flares un petit peu funky qui a pas été trop apprécié à l'époque. Et déjà avec ça, j'ai des super résultats. Donc avec par exemple un 100-500, vous inquiétez pas que votre Lumix S1 II donnera des bons résultats. Et si je parle aussi de ça, c'est que si tu aimes bien adapter des optiques Canon et que tu doutes un petit peu du Lumix S1 II, j'ai des meilleurs résultats sur le Lumix S1 II que sur mon R5 II et ma C80 en vidéo. Du coup, en photo avec mon 400 mm, les résultats sont plutôt bons. Pas parfait, hein, la F a tendance à légèrement chercher la mise au point, ce qui fait qu'on peut avoir, sur 60 images par seconde au 400 mm, on va avoir 2/3 des images qui sont bonnes, et c'est ça qui va être intéressant. Les 60 images par seconde, ça te donne 40 images en une seconde qui vont être nettes. Si tu avais une rafale de 10, tu n'en aurais que 6 au final. Donc bien que pas la perfection, l'autofocus est vraiment quand même assez bon pour avoir déjà quelque chose qui va vraiment, marcher et te donner de très bons résultats. Et du coup,
Voilà, ce que je voulais te dire, c'est que on assimile toujours la netteté, le côté, bien d'un appareil photo à son autofocus, mais on ne va pas toujours parler de sa stabilisation. Et là, je suis encore étonné par le Lumix S1 II parce qu'encore une fois, on est sur une optique stabilisée 400 millimètres qui a, 1,5 stop de stabilisation, hein, 1,5 stop, et on sait, généralement que eh ben, la stab au téléobjectif, elle est moins efficace sur le capteur, parce qu'il bouge moins au final. Et ben, le contrôle ou l'accessibilité du boîtier ou du firmware du boîtier, enfin de tout ce qui va se passer dedans, à la stabilisation de l'objectif et la gestion de cette stab est absolument génial sur le boîtier. Si j'ai ces 40 images qui vont être nettes, c'est pas que dû au bon autofocus, c'est aussi dû au fait que, comment dire ça, la stabilisation marche assez bien pour ne pas déclencher de flou de mouvement par elle-même, et c'est vraiment assez génial. C'est là où je trouve que le boîtier me montre des choses que j'anticipais pas, et c'est pour ça que je trouve le boîtier assez intéressant avec ça, trouver que même la stab, ça reste intéressant, même à haute vitesse, que avoir une simulation d'exposition qui permet de voir le flou de mouvement, c'est assez génial. Et c'est ça que je disais dans l'aspect un petit peu frustrant du boîtier, c'est qu'il va te permettre de faire des choses qu'aucun autre boîtier ne fait, mais pour ce qu'il fait en commun avec les autres, il va être un peu brut et pas très réfléchi. Donc voilà, c'est vraiment très très bien, et si tu hésitais à prendre le boîtier pour l'utiliser pour faire de l'animalier ou des choses dans le genre, n'hésite pas, c'est vraiment le bon boîtier. Après, hein, on pourrait se dire que la sélection d'optique est un peu limitée, mais si ta décision ne tient que à savoir si le boîtier te fera un autofocus faux ou des images nettes, et bien là tu peux te dire que tu peux choisir ce boîtier. Et je parle depuis tout à l'heure de ce 400 mm, hein, c'est important d'en parler parce que le design date de 2001. L'optique a techniquement 25 ans. Donc c'est pour dire que avec ces 1.5 stop, les 400 mm, on arrive, les moteurs d'époque, on arrive quand même à avoir de très bons résultats sur un Lumix. Donc voilà, je pense qu'avec une optique moderne, eh ben, mes résultats seraient encore meilleurs. Le nouveau capteur semi-empilé du S1 II, le IMX 820, permet une lecture rapide, et donc avec une double lecture, permet d'augmenter la dynamique. Le seul appareil qui passe au-dessus en dynamique utilise cette même technologie pour augmenter la dynamique, et c'est l'A7V. Les modes custom sur la molette ont toujours été intéressants chez Lumix parce que le dernier ici qui sera C5 te permet d'avoir jusqu'à 10 modes custom que tu vas sélectionner vers un menu qui va s'afficher au-dessus des autres, un nouvel onglet qui va s'afficher au-dessus avec les 10 possibilités, avec la capacité de les renommer, ce qui va faire 10 C5 plus 4 autres modes, donc 14 modes custom disponibles, où il faudra juste faire attention parce que ça prend absolument tout dans le boîtier. Et tout, je veux dire, même la personnalisation des touches. Si tu mets sur C510 un mode où tu changes le déclencheur pour faire autre chose, ça sera que en C510, si tu l'enregistres, qui sera. Il faudra faire tous les autres pour pouvoir l'enregistrer. Ce qui est à la fois intéressant et pas intéressant. Si tu veux avoir plusieurs personnes qui utilisent le même boîtier, ça peut être intéressant, et tu mets leur nom dans le menu personnalisé. Mais sinon, c'est une perte de temps, et c'est un petit peu dommage. Ce qui sera intéressant cependant, c'est que du coup, ça te fait 14 possibilités d'avoir des choses séparées, que ce soit bien pour faire du téléobjectif, du flash, machin, ce que tu veux. Et comme on a maintenant un switch photo-vidéo SNQ, donc c'est plus sur la molette que tu as ton mode vidéo, et ben ça te permet d'avoir 14 modes en photo, vidéo et SNQ. Donc c'est vraiment génial, et bah, du coup c'est le meilleur appareil photo pour personnaliser avec ce que je t'ai dit comme petit problème. L'écran est inclinable et retournable, donc c'est la meilleure technologie avec celle de Sony. Tu vas pouvoir à la fois retourner l'écran et à la fois l'incliner, ce qui est absolument génial, hein, pour faire de la photo ou filmer. Tu peux te mettre par terre sans avoir à regarder sur le côté. C'est quelque chose que j'aimerais avoir sur ma C80 aussi. C'est vraiment absolument génial. Juste une chose à noter, c'est que quand tu reçois ton appareil photo, le viseur est à dioptrie minimale. Donc je ne sais pas pourquoi Lumix fait ça.
À mon avis, c'est juste pour que l'écran paraisse le plus défini possible, mais si tu veux avoir la dioptrie neutre, il faut aller 12 crans vers le côté où tu peux régler les 12 crans, puisque tu as 24 crans en général, et la dioptrie est au minimum. Côté autonomie, on est toujours sur les belles K22, et c'est la seule chose qui n'évoluera jamais sur le boîtier, c'est l'autonomie. En effet, on aura beau optimiser le processeur comme on veut, il reste consommateur d'énergie, et ici, l'évolution, elle ne se fait pas, et c'est une des pires autonomies qui existent à la fois en photo et en vidéo. La partie vidéo est la plus intéressante de tous les hybrides modernes. On n'a peut-être pas le meilleur autofocus, mais c'est un modèle en termes de codec et d'options de confort vidéo. C'était déjà le cas à sa sortie, malgré un côté un petit peu brut qu'il partage avec pas mal d'hybrides. Le hardware est bon, mais le software manque de finition. On propose un boîtier qui sera fini avec plusieurs firmware, comme par exemple le Z9. Ici, aujourd'hui, on a enfin un boîtier qui délivre les promesses qu'il aurait dû avoir lorsqu'il est sorti. La surchauffe n'a eu besoin que d'un firmware, le 1.03, parce que le 1.02 c'est le même firmware et le 1.03 c'est un correctif, donc un firmware pour ne plus exister du tout. Là, j'enregistre depuis... j'ai fait un truc comme 50 minutes d'enregistrement, voire même un peu plus, puisque généralement, il est un petit peu moins optimiste que ce qu'il devrait. Et donc, je suis sur Power Delivery depuis tout à l'heure, et l'appareil ne surchauffe absolument pas. J'ai le DMW XLR2, j'ai un codec compressé, j'enregistre sur CF Express de type B. Donc, le sujet n'est pas la CF Express de type B, comme beaucoup de gens aiment détester cette carte. Surtout que si tu veux enregistrer du ProRes RAW ou du ProRes 422 ou HQ, tu auras besoin de cette CF Express de type B. Donc, ça fait plaisir, et c'est un petit peu dommage d'entendre toujours des gens aujourd'hui dire que l'appareil surchauffe. L'appareil ne surchauffe plus, il n'y a aucun problème. Donc si tu veux le boîtier et que tu dis « Ah, c'est dommage parce qu'il surchauffe », il ne surchauffe pas. Le ProRes reste la meilleure option si tu veux des bonnes performances de montage et que tu n'as pas de soucis de stockage. Comme l'H264 en 4K, on a jusqu'à 60 images par seconde en ProRes plein format. Et on a accès aussi aux 24 Hz. Malheureusement, en ProRes, on n'a pas le 48p. Et c'est un petit peu dommage. Parmi les options introuvables, on a en effet le 24 Hz. Et donc, comme avec le 59,94, on aura accès aux vitesses de défilement de 48p et de 96p, ce qui est jamais le cas et ce qui est les vrais fréquences de vitesse élevée associées aux 24 images par seconde. Par exemple, le HFR, c'est du 48p, c'est pas du 50p ou du 60p. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir ça dans ce boîtier-là. Et c'est un des seuls à faire ça, même parmi pas mal de caméras cinéma, notamment. On commence à être habitué aux vitesses de défilement de 120 images par seconde en H265 non oversamplé, le IMX 820 n'ayant une vitesse de lecture que de 65p en lecture complète de tous ses pixels. Cela permet quand même de pouvoir faire le 5,1K en 60 images par seconde, donc en 3,5 ou au ratio 1,5,1, et le 4 tiers 4,8K jusqu'à 60p aussi en sortie de boîtier, certes en 420 10 bits, mais ça permet aussi au boîtier de donner des fonctions d'assistance que n'aurait aucun autre ou que n'a aucun autre boîtier. Donc le fait de ne pas avoir de 422, voilà, ça pose pas vraiment de problème parce qu'on a plein de choses qui ne sont pas dans les autres boîtiers. Voilà, donc avoir tout ça concentré dans ce boîtier-là, c'est ce qui fait un des intérêts du S1. Là où je trouve que le boîtier a des problèmes, c'est dans la générosité de ses codecs qui crée une certaine incohérence. Au lieu d'avoir un bloc de choses vraiment très cohérentes, comme chez Canon qui ont un mode All-Intra et un mode RAW qui permet d'aller jusqu'à 60 images par seconde. Ici, on a plein d'options, mais ça va nous isoler et certaines options ne sont que disponibles. Par exemple, le ProRes RAW n'est disponible qu'en 24 images par seconde. En H265, on peut avoir absolument tout, mais il faut être limité au 420 10 bits. Et lorsqu'on est en H264 Intra, on est limité jusqu'à 60 images par seconde lorsqu'on est
en 4K au final. Donc voilà, on a des choses qui vont être un petit peu dommages. On a du ProRes OpenGate, mais on va l'avoir que en 24, 25 et 30 images par seconde, donc OpenGate 4 tiers. Et voilà, c'est là où c'est un petit peu frustrant. On a des très bonnes options, mais pour que ça marche avec le Lumix, eh ben, il faut aimer surtout le 24 images par seconde ou le 25 images par seconde, voire des fois le 30. Le même sujet existe sur les profils log, par exemple. De base, tu as le Vlog, mais avec une mise à jour payante que j'ai faite, tu as le Arilog C3. Sauf lorsque tu passes en ProRes RAW, qui reste en Vlog, mais un Vlog qui va être différent des profils compressés, même le ProRes compressé, ce qui est un petit peu étrange. Et en plus, on n'aura plus accès dans le ProRes RAW au mode de lutte personnalisé. C'est les luttes Lumix et c'est tout. Le tout est grisé. Donc je ne sais pas si c'est la procédure qui est demandée par le processeur pour créer le ProRes RAW, qui est un petit peu compliqué avec les assistants d'affichage, qui fait que tes luttes, tu peux pas faire ce que tu veux avec. Mais voilà, tu auras ce problème-là au final. L'utilisation reste cependant intéressante puisque moi, le RAW, je m'en sers pour exactement savoir à quel ISO je suis. Donc quand j'ai des ajustements de lumière à faire en fonction de la journée, je peux voir exactement comment j'avais pensé la scène et comment j'avais enregistré ma surexposition notamment de la scène. Et donc le RAW, c'est très bien pour avoir ces informations au moins d'ISO qui seront gardées. Donc voilà, et puis même la possibilité, si tu l'as mal faite, de changer la balance des blancs ou de pas avoir du coup à la régler dans le boîtier et le faire plus tard avec ton RAW, ce qui est possible ici avec le ProRes. Par contre, le truc dommage, c'est qu'il ne reconnaît pas le boîtier Lumix, donc c'est dans une version plus ou moins basique et tu n'auras aucune correction qui sera disponible avec les objectifs Lumix notamment. Par contre, pour avoir plus de potentiel, tu devras enregistrer en externe. En effet, en 5,8K, on est limité à 30 images par seconde et en 4K, on est limité à 60 images par seconde lorsqu'on utilise le ProRes RAW en interne. Et du coup, en externe, d'ailleurs, il faudra mettre ton HDMI en RAW donc pour pouvoir enregistrer en externe, donc pas d'enregistrement interne dans n'importe quel autre codec, et pas de dédoublement de ton HDMI pour le mettre dans un moniteur, où il faudra que ce soit le même, pour avoir un affichage. Donc même si tu as des enregistrements qui seront dignes de caméra cinéma, tu n'as pas l'affichage qui ira avec. Mais du coup, ce qu'on gagne ici, c'est d'avoir en 5,8K le 60 images par seconde. On aura aussi l'OpenGate 4 tiers 4,8K, donc on perd un petit peu sur les côtés, mais on a toujours notre verticale qui sera complète. Donc c'est un capteur style APS-H OpenGate, on pourrait dire ça comme ça, mais ça marche plutôt bien de ce côté-là. Et en 120p, on aura le 4K et le 3,5K, sachant que, comme c'est du RAW, le 4K sera du domaine du Super 35. Mais ce que j'avais appelé le Super 35-, parce que c'est vraiment recadré au-delà du format APS-C. Donc c'est plus que du cadrage 1,5, donc c'est du petit Super 35. Moi je considérais ça plus du 35 que du Super 35. Mais voilà, donc tu as ces options-là qui sont intéressantes, et si t'aimes pas le ProRes RAW, tu as le B-RAW aussi, qui a exactement les mêmes options qui seront disponibles. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc tu pourras aller la voir, donc voir un petit peu la qualité. Tout ça, c'est vraiment très très bien. Et lui, il permet de décoder le Arilog C3. Alors, je vais pas me prononcer sur le ProRes RAW en externe, mais je sais que le ProRes RAW en interne ne décode pas le Arilog C3. Il décode notamment le C-Log 2, donc ça pourrait le faire en matching avec mes caméras Canon, alors que c'est un capteur totalement différent, mais bon voilà. Mais voilà, il faut, comment dire ça, tu peux avoir le Arilog C3, donc c'est pour ça que j'aime bien le B-RAW, malgré le fait qu'on est obligé d'avoir un enregistreur externe. Ça vous demande d'avoir le rig que j'ai un petit peu ici. Alors il y en a plein qui vont un petit peu pleurer, mais sachez qu'à partir du moment où vous utilisez des optiques manuelles et que vous voulez faire quelque chose d'assez intéressant avec un pointeur, vous serez obligé de toute façon d'avoir ça. C'est le seul truc qui me dérange moi personnellement. C'est plus l'aspect, on a un enregistreur externe, donc on ne peut pas avoir un écran pour pouvoir checker sa mise au point et tout ça. C'est vraiment pas les écrans les plus adaptés. J'ai un Small HD 7 pouces à côté. Je
préfère vachement utiliser ça pour vraiment faire la mise au point et voir mon cadrage plutôt que ce truc-là. Voilà. Et tu peux te dire que c'est un peu moins bon qu'un Ninja TX parce qu'il n'y a pas la CF Express de type B. Oui, mais il y a 2 batteries dessus. Sachant qu'en qualité constante, tu peux enregistrer sur la SDV90 parce que c'est un port EHS 2 dans le Blackmagic Video Assist 5 et 7. Et donc, pour 128 Go, ça te donnera absolument rien, mais tu peux le faire. Et il y a aussi un port pour SSD, donc un USB-C. Donc, ça marche très bien de ce côté-là. Et moi, ce que j'aime dans le BMVA, Blackmagic Video Assist, c'est que moi, je l'ai acheté quand il y avait le Ninja 5. Donc, en termes de continuité et de... comment dire ça, j'ai pas trouvé, mais donc voilà, quand tu vois qu'il y a combien 5 modèles de Ninja, ou 3, ou je sais plus, un certain nombre de modèles de Ninja qui ont été faits, et le Blackmagic Video Assist 12G est toujours à niveau, et ben ça reste quand même très très bien de ce côté-là. Donc je vais pas bouder mon plaisir avec mon Blackmagic Video Assist. On a du coup énormément d'options qui deviendront plus limitées suivant notre utilisation du S1 Mark II. Moi, par exemple, j'adore le mode de dynamique boosté, ce qui limite mon usage des fréquences plus élevées, à savoir que le mode de dynamique boosté n'arrive que jusqu'à 30 images par seconde. Et c'est logique, hein, c'est une double lecture. Le IMX 820 ne va que jusqu'à 65p maximum de lecture complète. Et donc, du coup, eh ben, si on double la lecture, eh ben, on diminue par 2. Donc, c'est logique que ce soit 30 images par seconde. Et tu vas te dire, mais pourquoi ça limite l'utilisation des vitesses plus élevées ? Eh ben parce que déjà ça limite la dynamique de ce qu'il y a au-dessus. Alors la dynamique n'est pas grandement améliorée, c'est juste qu'on a un effort qui est fait sur la dynamique et la latitude. Donc le capteur sera très très intéressant dans ce mode boosté, comparable à ce que pourrait donner une Alexa XT. Donc c'est vraiment quelque chose de pas mal de ce côté-là. Mais du coup cette double lecture, elle rend le fichier au visuel un petit peu différent de la lecture simple. Parce qu'en additionnant 2 images, eh ben, le bruit va plus avoir cette caractéristique typique d'amplification où des fois tu vas voir des lignes et il y aura moins de bruit en général puisque un pixel sur l'autre, s'il y a du bruit, il va être annihilé et on aura quelque chose de plus organique. Donc l'image est plus intéressante. Donc c'est pas que l'image en 48p par exemple est mauvaise, c'est juste que l'image est bien meilleure. Enfin, est meilleur lorsqu'on est en 24p boosté, voilà, ou en 30p boosté. Donc du coup, tu peux te dire, c'est pas forcément si dramatique que ça, hein. Moi, je te montre le cas extrême où tu serais vraiment très rigoureux, mais si tu utilises plusieurs caméras, de toute façon, tu verras pas forcément la différence, et il faut vraiment zoomer dans l'image, tu seras peut-être le seul à le voir. Donc voilà, mais c'est juste pour t'indiquer que c'est vraiment quelque chose qui est un petit peu visible. Comme indiqué, l'oversampling n'est pas disponible au-dessus des 60 images par seconde, et c'était un problème avant sur le S1.2, hein, je l'ai bien dit dans mon premier test, je trouvais les modes au-dessus de 60 images par seconde absolument scandaleux, parce que la compression des modes downsamplé, donc du saut de ligne, ou je ne sais pas quel moyen ils avaient utilisé, eh ben, était vraiment très mauvais. La compression était mauvaise, et donc on avait des artefacts qui se créaient, et donc ça faisait de la bouillie dans les détails, notamment dans les arbres ou les choses dans le genre, et les métrages étaient impossibles à utiliser. Donc j'avais dit que le boîtier était très bon jusqu'à 60p, mais pas forcément très utilisable après. Et bah voilà, après l'avoir retesté, après plusieurs firmware, donc je ne pourrais pas te dire lequel, là c'est le jour et la nuit. Là c'est devenu du pire au meilleur. Enfin, ça rivalise avec ce que fait le R5 Mark II. Pourquoi je prends pour exemple le R5 Mark II? Parce que c'est le boîtier qui a eu vraiment un gros effort dans ses modes non oversamplés pour avoir la même dynamique que dans ces modes oversamplés et avoir une qualité qui est assez cohérente. À savoir que Canon a géré la façon de faire du bruit dans le boîtier pour que la dynamique reste bonne. Parce que usuellement, utiliser un mode qui va enlever une partie des pixels, eh ben, c'est jamais très très bon pour la qualité d'une image, voilà. Et aussi, du coup,
de la qualité de la dynamique. Donc ici, c'est vraiment bien meilleur. Si tu avais constaté ça en testant le boîtier et que tu le trouves quand même intéressant, eh ben, je te conseille de réviser. Et donc moi, je te confirme, et tu pourras voir avec les images, que c'est bien meilleur maintenant. Par contre, ce qui n'a pas changé, c'est que le 120 images par seconde reste toujours en version croppée. C'est dommage parce que le mode plein format s'arrête à 96 images par seconde. Donc si tu utilises le 24p ou le 5994 dans sa version 24p, 48p et 96p, bah, tu seras content de savoir que même si c'est pas oversamplé, tu as quand même le plein format. Par contre, à 4 images près, et ben, lorsqu'on passe en PAL, et ben, on se retrouve avec le même crop que lorsqu'on est en 120 images par seconde. Et il y aurait pu y avoir un effort qui aurait pu être fait pour le PAL, parce que au final, bah, c'est assez étrange, parce que comment dire ça, le 100p, c'est l'équivalent du 96p, pas du 120p. Ou si, mais en 30 images par seconde, mais usuellement dans le cinéma, on a le 24p ou le 25, suivant les pays où on est. Donc voilà, c'est un peu dommage, c'est comme ça n'a pas changé, et si ça te dérange, bah, voilà, il faudra passer ton chemin de ce côté-là. Et de la même façon, bah, le seul mode qui restera en plein format 100 images par seconde et 120 images par seconde, eh ben, c'est le CS4K ou le mode 241, donc qui va avoir moins de pixels en vertical pour justement lire plus rapidement le capteur et pouvoir nous donner cette image sans crop. Hein. Et si tu es intéressé par exemple par le Lumix S1-2E ou que tu ne voyais pas son intérêt, eh ben, c'est que celui-là, il a ce mode en 60p. Donc il a un mode 60p plein format, alors qu'avant, il avait que un mode 60p en APS-C. Donc c'est quand même quelque chose d'assez cool, mais pas pour le S1.2 au final. J'avais pas parlé du DMW XLR2 la dernière fois, et du coup, bah, maintenant je l'ai et j'enregistre avec ça. Voilà, parce qu'on me l'a offert et c'est quelque chose d'assez intéressant. Et l'aspect intéressant que j'ai physiquement avec, c'est qu'au départ, je pensais qu'il passerait pas ma cache Tilta, puisque j'ai un rail NATO, mais plutôt élevé. Et en fait, tu peux enlever ce qui sert à maintenir les câbles pour pouvoir le passer là-dedans. Et ça marche vraiment très très bien. Ce que je salue avec ce DMW XLR2, c'est que bien évidemment il permet de faire le 32 bits flottant, mais il permet aussi une sélection beaucoup plus simple entre XLR et jack, et voire même les deux. Bon, par contre, le seul truc dommage, c'est que le 32 bits est vraiment dans le boîtier, et il n'y a pas moyen que le jack puisse rentrer
dans le préampli du DMW XLR2. Donc si tu veux à la fois avoir les XLR et le micro interne, par exemple si tu veux faire des notes sur ton 4 pistes, donc avoir 2 pistes et le toit qui fait bien, 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 ou en mode attention, là il faut que j'ai changé d'ouverture, il faut que je compense et blablabla, tu fais des commentaires dessus que tu enlèveras au montage, et ben on est en 24 bits, voilà, c'est juste ça qui est un petit peu dommage. On a aussi, j'en avais pas parlé, le 96 kHz qui est disponible. Alors c'est très intéressant d'avoir plus d'options, hein. C'est ce que je dis souvent aux gens qui n'acceptent pas d'avoir un Open Gate 3,5 dans leur caméra. Mais je me pose quand même un petit peu la question d'avoir du 96 kHz. Ça veut dire que vous enregistrez du son, parce que c'est pas très utile pour la voix, c'est pas forcément très agréable d'avoir du 96 kHz, mais c'est intéressant pour enregistrer des sons. Donc c'est intéressant d'avoir du 96 kHz quand tu vas avoir un enregistreur externe pour pouvoir aller chercher des sons d'oiseaux ou quoi que ce soit, ou des sons, comment dire ça, que tu vas faire pour des VFX ou quoi que ce soit, des VFX, des effets sonores. Sauf que mettre ça dans une caméra qui enregistre de la vidéo, alors si en commentaire tu as un usage précis qui est intéressant, bah pourquoi pas. Après, tu peux enregistrer directement tes pistes de contemplation avec l'audio. Ça, je suis d'accord. Mais je pense que c'est plus pratique de garder ces effets audio pour toute sa vie de vidéaste plutôt que de les avoir dans un fichier ou de les ressortir en exportant de ton fichier vidéo. Bon, voilà, je me pose un petit peu trop de questions, mais voilà, c'est là pour toi. Et donc, voilà, c'est vraiment très intéressant parce que c'est beaucoup plus intuitif, par exemple, qu'un XLR K3M où il y avait plein de switches dessus. Je parle pas des switches, comment dire ça, des options d'audio du XLR. Je parle vraiment des choix de pistes et tout ça. Il y avait vraiment des trucs un petit peu étranges sur le 4M qui sont pas présents ici. Et donc, si tu as un petit peu peur du 32 bits, eh ben, tu ne devrais pas. Par contre, bien évidemment, le 32 bits, ça apporte l'aspect de devoir faire un petit peu plus de travail, puisqu'il est normalisé à un niveau audio que tu vas devoir changer dans ta piste de montage pour que ça marche. Voilà, je ne m'attarde pas sur l'ergonomie, elle est toujours aussi bonne, et puis j'en avais déjà parlé dans la première vidéo, le boîtier est absolument génial. Le seul truc, et je vais en reparler ici, j'en ai déjà parlé en photo, qui n'est pas super, c'est encore une fois la batterie du boîtier du S1.2, la BLK22. Alors c'est pas forcément la batterie, hein, parce que Sony a montré avec le A7 V que maintenant, eh ben, même si on ne fait pas forcément évoluer les performances de son processeur en termes de ce qui peut sortir en termes de vidéo, de performance et tout ça, on peut faire des processeurs qui demandent beaucoup moins d'énergie, et donc les hybrides ont un grand avenir devant eux. Par contre, le S1.2, il n'est pas encore arrivé à ce stade-là, et les firmware ne changeront absolument rien. L'autonomie de la batterie sera toujours aussi ridicule, et toujours envie de manger beaucoup. Et ça ira aussi avec l'utilisation de certains codecs. Les codecs compressés demandent beaucoup plus d'énergie à la batterie. D'ailleurs, c'est ça qui faisait surchauffer avant le boîtier. Et ce sera plus les ProRes 4K 24 images par seconde qui seront les moins gourmands, où vous pourrez obtenir, ou le H264 Intra, vous pouvez espérer avoir 2 heures d'autonomie. Mais comme ça passe de moins d'1 heure à 2 heures, on ne peut pas dire que l'autonomie est géniale, sachant qu'un Sony en général est capable de travailler jusqu'à 3 heures, voire même plus maintenant avec le A7 V. C'est vraiment pas une très bonne autonomie. Ça reste quand même dans ce qui est normal aujourd'hui, dans ceux qui n'ont pas encore utilisé leur processeur pour pouvoir marcher le mieux possible, comme ce que fait Sony. C'est d'ailleurs le gros avantage de Sony, ça a toujours été l'autonomie. Mais voilà, je ne vais pas trop m'attarder, c'est juste que, achète plusieurs batteries. Il y a aussi l'option, alors j'en ai pas ici, non, c'est là, d'acheter des batteries tierces. Elles marchent très très bien, par exemple les SmallRig, et surtout tu peux directement les charger sans le chargeur qui est fourni avec le S1.2. Donc il faut le savoir, il n'y a pas de câble, il n'y a rien du tout, mais il y a le chargeur. Donc il te faudra un câble USB-C si tu as un smartphone. En théorie, ça ne devrait pas poser de problème. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'elles auront exactement la même autonomie que tes batteries habituelles Lumix BLK22. Elles seront moins chères. Sauf que à partir du moment où tu arrives à la dernière barre, il faut changer de batterie
parce que, en fait, ce qu'a fait SmallRig, et qui est intelligent, c'est que comme ils n'ont pas la capacité de lire correctement la décharge du boîtier, eh ben, ils ont augmenté l'ampérage de la batterie. Donc on a une autonomie similaire d'une batterie qui va être moins puissante, donc la Lumix, qui est mieux optimisée, mais tu auras le même temps d'enregistrement. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Avec le vectorscope, l'oscilloscope et toutes les assistances diverses et variées, eh ben, à défaut d'être parfait, le Lumix S1 II est ce qui se rapproche le plus d'une caméra cinéma. Ah bon, avec certes des problèmes de connectique, mais on a la même chose sur une FX3. Il n'y a rien de mieux sur une FX3 qu'on peut trouver au final sur un S1 II. Et tous les autres boîtiers vont avoir ici et là les fonctions qu'on retrouve sur le S1 II, mais c'est lui qui regroupe à lui tout seul la plupart des fonctions qu'on aimerait bien avoir sur un hybride. Que dire de plus sur le Lumix S1 II? Eh bien, qu'il a baissé en prix, donc ça devrait te donner encore plus envie de l'acheter si tu hésitais jusque-là. Donc comme on l'a dit, aujourd'hui on n'a plus de surchauffe. Tous les formats vont être à peu près corrects, même si les non oversamplés restent moins bons en qualité, ils sont bien améliorés avec le temps, donc c'est encore une fois quelque chose d'intéressant. La stabilisation est devenue meilleure, l'autofocus est devenu meilleur. On a certains modes dont je n'ai pas parlé dans le boîtier qui permettent des choses vraiment plutôt pas mal au final. À défaut d'être un boîtier parfait, c'est ce qui se rapproche le plus d'un petit hybride qui ressemble à une caméra cinéma, et c'est vraiment très très cool de ce côté-là. Le seul truc qui pourrait être dommage, c'est la non-existence d'un RAW Lumix qu'il mettrait au niveau, par exemple, d'un ZR qui a son RAW dédié, ou plutôt RAW de chez Red, qui fait en sorte que beaucoup de gens adorent le ZR, mais moi je préfère avoir un Lumix S1 II qui va avoir des compétences bien plus diverses et variées, mais on va rester là, parce que voilà. Toutes les caméras sont bonnes, c'est juste qu'il faudrait juste un petit peu plus prendre, je pense, le S1 II au sérieux. Et moi, je vais te dire salut et à bientôt dans la chambre de Goupil pour une nouvelle vidéo. Dans pas longtemps, parce que c'est depuis longtemps que j'en ai pas vraiment faite. Donc il faudra un petit peu plus que je m'investisse là-dedans.